Bonjour les amis et bienvenue chez Roda High-Tech. Déjà, nous vous remercions une fois de plus pour le soutien, surtout pour le suivi. Beaucoup d'entre vous ont fait des messages, des mails pour savoir voilà, où est-ce qu'on en est avec la suite de la formation. Oui, on tient à vous rassurer que la formation, on ira jusqu'au bout de notre formation. C'est juste qu'on est un peu occupé ces derniers temps. C'est ce qui explique notre absence depuis presque 3 à 4 semaines. Mais sinon, dans les jours à venir, on va faire un peu plus d'efforts, surtout avec nos activités de recherche, pour voir comment créer assez de temps nécessaire pour vous faire davantage de vidéos. Mais sinon, si on met peut-être assez de temps pour tourner une vidéo, ne vous inquiétez pas, restez juste connectés, abonnez-vous et activez la cloche de notification là pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous savez, sur Roda High-Tech, c'est une chaîne à caractère non lucratif. L'idée pour nous, c'est juste de partager notre savoir dans le domaine de la robotique, aussi d'apprendre également de vous parce qu'il y a beaucoup de nos internautes, de nos abonnés qui nous contactent beaucoup plus par mail et on échange et aussi on apprend à partir de ces différents abonnés. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions, vous pouvez demander l'adresse mail ou bien vous pouvez regarder nos coordonnées dans la description de la chaîne et vous nous faites le mail et ensemble on va échanger parce que la vision c'est de collaborer ensemble pour pouvoir développer davantage le module de la robotique, plus principalement la robotique mobile. Donc, ceci dit, nous sommes donc ravis de vous retrouver encore, toujours aussi nombreux, pour pouvoir continuer avec l'exploration de la robotique mobile. C'est vrai, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, n'oubliez pas de regarder nos anciennes vidéos parce qu'on a déjà fait une introduction à la robotique mobile. On a présenté les différents problèmes liés à la robotique mobile. Ensuite, on a d'abord modélisé, donc on a sorti ce qu'on appelle le modèle de géométrie, le modèle cinématique, d'un robot mobile. On a également fait le modèle dynamique parce que pour les robots mobiles, pour le moment, on n'en a pas forcément besoin. Donc voilà pourquoi, après avoir modélisé notre robot, donc notre robot à roue, bien robot mobile, peu importe, nous avons donc commencé avec le premier problème lié à la robotique. Et comme premier problème lié à la robotique, on a le problème de localisation. Et dans ce problème de localisation, c'est un problème vraiment assez vaste. Et on va profiter de cette séance-ci pour apporter encore plus de précisions à notre abonné qui nous a posé la question la dernière fois. Il nous a fait un mail demandant, monsieur, écoutez, si on a bien la possibilité de localiser, en fait, si le robot a la possibilité de se localiser en utilisant ce qu'on appelle les capteurs, qu'ils soient proprio ou extéroceptifs, est-ce qu'on a encore besoin de faire recours aux autres techniques de localisation? Donc, je pense que cette séance-ci va répondre largement à sa question, puisqu'on a donné les éléments de réponse. Effectivement, c'est oui. Pourquoi? On va faire un exemple assez simple. Comme vous le savez, chez Roda High-Tech, on essaie tant bien que mal d'allier la théorie à la pratique. Donc, pour répondre dans un cas pratique, par rapport à notre internaute, par rapport à sa question, on suppose qu'on a notre robot mobile qui est là. Maintenant, ce robot mobile qui est placé là, donc en quelque sorte, qu'est-ce qu'il a? Il a bien sûr ses capteurs, qu'ils soient proprioceptifs ou bien extéroceptifs. Lors de la séance précédente, on a montré la différence entre les capteurs proprio et les capteurs extéroceptifs. Et rapidement, comme résumé, les capteurs proprioceptifs sont les capteurs qui permettent de donner les informations sur l'état interne du robot, tandis que les capteurs extéroceptifs sont les capteurs qui permettent de donner, bien de renseigner, les détails ou les informations dans l'environnement dans lequel se trouve notre robot. Donc, supposez qu'on a dans notre robot qui est là, bien sûr, on a des capteurs qui sont là. Donc, ça, c'est par exemple la caméra qui est un capteur extéroceptif. Donc, et ce robot, bien, ce projet envoyé dans un projet donné bien précis et qu'à mi-chemin, ou bien peut-être à moins 2 jours, 3 jours de la fin du projet, le capteur qui est là, regardez par exemple ici, donc la caméra peut être en panne, donc si le capteur peut-être la caméra se déconnecte là, ça veut dire d'une façon technique que la caméra si est hors fonction, donc on ne peut plus exploiter les données issues de cette caméra, on ne peut même plus localiser notre robot en utilisant par exemple la caméra. Et ça peut être pareil également, que ce soit pour le LIDAR ou bien les autres différents capteurs. Donc, il faut comprendre que lorsque le capteur maintenant est défaillant, qu'il soit proprio ou extéroceptif, est-ce qu'on doit arrêter la mission? Non, on doit être capable de continuer notre exploration jusqu'à la fin. Donc c'est pourquoi on va faire appel aux autres techniques de localisation qu'on appelle l'odométrie. C'est quoi l'odométrie? Il faut d'abord, rassurez-vous, c'est pas un gros mot, c'est un mot assez simple et compréhensible par tout le monde, mais par contre, la localisation ici, surtout en utilisant les techniques de l'odométrie, on va faire quelques calculs élémentaires et très simples. Et dans les prochaines vidéos, on va s'attaquer à ce qu'on appelle l'incertitude odométrique.
Donc, pour pouvoir mieux expliquer cela, il faut comprendre que l'odométrie, déjà, d'une façon très simple, vient de deux mots grecs, à savoir odos, qui signifie voyage, et mécros, qui signifie mesure. Donc, le mot d'amotage voudrait dire quoi? Le mot d'amotage voudrait dire que l'odométrie, c'est la mesure du voyage. Mais dans un environnement scientifique, on ne peut pas définir l'odométrie comme la mesure, en fait, comme la mesure du voyage, c'est un peu très classique comme définition. C'est pourquoi on va plutôt définir l'odométrie comme une technique, d'accord, qui permet de mesurer la vitesse d'un corps en mouvement. Donc, en d'autres termes, en tant que roboticien, voilà une définition autant pour nous assez complète et assez raisonnable que vous pouvez donner à ce qu'on appelle l'odométrie. Maintenant que vous savez ce que c'est que l'odométrie, vous avez une idée de la définition de l'odométrie, il est important pour nous de savoir comment on peut localiser notre robot en utilisant cette technique de localisation qu'on appelle l'odométrie. Vous devez comprendre également en tic de rappel que c'est une G-technique voilà, que nos ancêtres utilisaient lorsqu'ils partaient en mer pour la navigation. Et bien, ils étaient capables de se localiser en utilisant quoi? La connaissance de la position précédente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposer que notre robot, il est là tout à l'heure, comme on a bien expliqué, et que ces capteurs sont défaillants, on a au moins l'information à l'instant T-1 du robot, c'est-à-dire la dernière position du robot est là. Mais une fois qu'on a la dernière position du robot, le robot lui continue à avancer. Donc nous, qu'est-ce qu'on a sur notre dashboard? On voit le robot également toujours ici, pourtant le robot est déjà là. Or, on doit être capable d'utiliser la dernière position de notre robot que voici, d'accord? On doit être capable d'utiliser la dernière position de notre robot que voici pour connaître à quel niveau se trouve notre robot. On est d'accord que plus on va avancer, plus nos calculs ne vont pas être assez sûrs. Ça veut dire que plus le robot va s'éloigner du dernier point, c'est-à-dire de sa dernière position, plus l'incertitude dans nos calculs va être élevée. Donc, c'est pourquoi on fait recours vraiment à l'odométrie lorsqu'on n'a plus une autre solution, peut-être lorsque les capteurs sont totalement défaillants, parce que l'odométrie n'est pas sûre, je dirais, à 100%. Mais néanmoins, il est important pour nous de savoir comment cela fonctionne. Maintenant, pour pouvoir déterminer la position de notre robot à partir de sa position, de sa dernière position, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc simplement chercher les équations, d'accord, des vitesses et des positions. Étant donné qu'on a déjà fait le modèle géométrique d'un robot mobile, donc plus la peine de revenir sur ça, on va juste faire ça en termes de rappel rapidement pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Allez regarder les vidéos qu'on a. Les vidéos précédentes qui parlent de la modélisation cinématique et géométrique. Donc, là, par exemple, vous avez en quelques mots, c'est juste un pratique de rappel. Donc, ici, on a notre robot, comme on a défini là, en ce sens-là. On a la vitesse de droite, la vitesse de gauche, pardon, la vitesse de droite, d'accord. On trace dans la perpendiculaire, on trace la perpendiculaire à l'axe voici, et le point de rapport entre les deux vitesses et la perpendiculaire dans ce qu'on appelle le CI. Le CI, c'est quoi? C'est le centre instantané de rotation. Maintenant, à partir de ceci, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut définir? On a ici donc la vitesse qui est la moyenne entre la vitesse de gauche et la vitesse de droite. Ça, ce sont les rappels. On a déjà fait des vidéos pour expliquer ceci. Donc, on a aussi là 2L, la distance entre les deux roues. Donc, la distance entre les deux roues de notre robot que voici, c'est ce qu'on appelle L2L qu'on a défini ici. Lorsqu'on a ça, et on sait que grâce au codeur, ça c'est qu'on fait vidéo précédente, 8 cours précédents, qu'est-ce qu'on sait que les codeurs sont les dispositifs qui, une fois montés sur une roue, permettent de donner la vitesse d'orientation et la vitesse linéaire de chaque roue. C'est pourquoi on dessine notre roue qui est ici avec, par exemple, c'est la roue de droite par exemple, c'est la vitesse de droite, là c'est la dérivée, c'est la vitesse angulaire à droite, et dessus ça c'est R, le rayon de la roue comme matérialisé. Donc, avec ça, on était capable de sortir ce qu'on appelle le MC, le modèle cinématique, parce que là c'est le modèle géométrique d'un robot à roue. Maintenant, ici donc, qu'est-ce qu'on a? On peut déterminer la vitesse suivant X, la vitesse suivant Y, et bien sûr la vitesse suivant oméga, la vitesse d'orientation. Et là, on avait conclu que le modèle cinématique pour un robot mobile, c'était quoi? C'était cos θ, sin θ 0, 0, 0, 1 et d oméga, puisqu'on était tous d'accord qu'on va plus claver sur des véhicules qui respectent la
contrainte de mononomie. C'est quoi la contrainte de mononomie? La contrainte de mononomie, c'est simplement cette contrainte qui stipule qu'un corps dans l'espace, ou bien le plan, pardon, ne peut pas avancer et tourner en même temps. Donc, ça, c'est un véhicule de type mononome. Ça veut dire que ce véhicule qui est là, c'est-à-dire ce robot, lui, il peut simplement avancer, reculer, tourner à gauche, bien tourner à droite. Il ne peut pas avancer et tourner en même temps, un peu comme des véhicules omnidirectionnels qui ne respectent pas la contrainte des mononomies. C'est ce qui explique le fait que ici, au niveau des vitesses, on a plutôt V de X et V de Y, parce qu'il n'y a pas de vitesse suivant l'axe des X. Et puisqu'il n'y a pas de vitesse suivant l'axe des X, bien sûr, on conserve simplement le V. Et la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a ensemble conclu que la vitesse du robot était égale à quoi? La vitesse du robot était égale à la vitesse de gauche plus la vitesse de droite divisé par 2. Ça, c'était en ce qui concerne la vitesse linéaire. Maintenant, en ce qui concerne la vitesse cinématique, la vitesse angulaire, on avait quoi? On avait la vitesse de droite moins la vitesse de gauche divisé par 2 fois L qui est la distance entre l'axe du robot et la roue. Donc, voilà un peu d'une façon figée l'ensemble de tout ce qu'on a déjà vu jusqu'ici. C'était juste un petit résumé qu'on a essayé de remettre ici pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, mais pour entrer en détail dans l'ensemble de tout ce qu'on a présenté tout à l'heure là, il est primordial pour vous de pouvoir suivre les 8 premières séances qu'on a déjà travaillées dans ce sens-là. Sinon, tout ce qu'on va faire à partir de maintenant, on va exploiter les résultats obtenus, d'accord, à partir du modèle cinématique et du modèle géométrique pour pouvoir calculer ce qu'on appelle l'odométrie de notre robot. C'est-à-dire, on suppose que cette fois-ci, on n'a plus affaire au capteur et on doit connaître la position de notre robot à un instant donné. D'une façon plus pratique, c'est quoi? C'est que lorsque vous bandez par exemple les yeux, d'accord, plus vous avancez, plus vous n'avez pas une confiance dans votre position. Vous ne pouvez plus estimer d'une façon plus valable, bien plus précise votre position. Mais on va exploiter cette technique au moins pour l'occasion de vous donner une estimation de votre position. Et pour le faire, on aura deux approches. On aura déjà, donc on va donner l'odométrie sous forme continue et l'odométrie sous forme échantillonnée. Pourquoi? Parce que sous forme continue, c'est assez simple, comme vous allez voir tout à l'heure. Mais pour l'implémentation, parce qu'on va terminer cette séance en écrivant un programme dans ce sens, pour l'implémentation, qu'est-ce qu'on aura? On va plutôt donner la formule d'odométrie sous la forme échantillonnée parce que ça sera plus facile pour nous de programmer. Donc, supposez qu'on a dans notre robot qui est ici, d'accord, on a notre robot qui est là, en quelque sorte, on est ici. Donc, le robot ici à la position, disons, et à cette position-ci. Ok. Maintenant, on n'a pas de capteur. Plus le robot va avancer, voilà, plus il va faire passer sur lui. Donc, on est ici, à l'instant, disons T0, robot ici, à l'instant T1, T2, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le robot va néanmoins décrire une trajectoire, même si on n'a pas une certitude donnée sur sa position, mais on peut au moins estimer cela. Et cela va, et pour estimer cela, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin des éléments de base. Déjà, rappelez-vous de la contrainte, il faudrait que le contact entre le sol et la roue se fait sans frottement. Donc, c'est ce qu'on a vu la dernière fois pour le produit de ce côté, et que sans glissement, et que la force de frottement également soit négligée dans ces éléments, et que également la roue du robot soit indéformable et de rayon R. Une fois que ces contraintes déjà sont définies, on a donc le codeur qui est monté sur qui est un dispositif monté sur l'axe du robot, les roues qui nous permettent de donner la vitesse d'orientation et la vitesse linéaire sur chaque roue. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on aura? On aura, ne vous inquiétez pas déjà parce qu'on va faire des calculs assez simples. Mais on va essayer tant bien que mal d'expliquer ça d'une façon très simple et très basique. Donc, puisqu'on a déjà notre modèle cinématique qui est là, et ce modèle cinématique, on va reprendre simplement ce modèle cinématique en ajoutant quoi? En ajoutant le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche par exemple la position de notre robot ici à un instant donné T, ainsi de suite, que ce soit en position, que ce soit en ordonnée, ou bien en abscisse, ou bien en ordonnée, ou bien en vitesse linéaire, ou bien en vitesse angulaire. Donc, lorsqu'on va le faire, on va reprendre simplement nos 7 équations de la modélisation d'une façon simple. Donc, qu'est-ce qu'on a? On reprend exactement ce qu'on a fait la dernière fois, mais juste en ajoutant un peu le temps, puisque là, il faut déterminer la vitesse du corps, ou bien la position du corps à l'instant T. Et pour la vitesse de gauche, par exemple, on aura simplement la vitesse de gauche à l'instant de droite, par exemple, par la vitesse de droite, à l'instant T est égal à quoi? D'accord?
la dérivée de q de droite à l'instant t, simplement, multiplié par r. C'est tout. Maintenant, on avance, on fait le même principe pour la vitesse à gauche, à droite, pardon, la vitesse à gauche, v de gauche est égal à quoi? La dérivée, c'est-à-dire phi point de gauche, attention, à l'instant t, multiplié par r. Jusqu'ici, on n'a carrément rien inventé parce qu'on prend le même modèle cinématique qui est ici pour une roue donnée et on ajoute simplement le t. Là, nous sommes en train de sortir ensemble l'odométrie, d'accord, bien l'équation de l'odométrie sous la forme continue. Maintenant, là, on a donc la vitesse sur chaque roue, que ce soit la roue de gauche et la roue de droite, en fonction de l'odométrie. Qu'est-ce qu'on aura donc par la suite pour la vitesse? On sait que V, puisque V ici est égal à quoi? Vitesse de droite plus la vitesse de gauche divisée par 2. Tout ce qu'on aura à faire pour nous, c'est quoi? C'est ajouter le t, simplement, c'est-à-dire la vitesse à l'instant t, cela donne égal à quoi? Égal à vitesse, on a ici, de droite à l'instant t, d'accord, plus la vitesse de gauche à l'instant t, le tout maintenant qu'on divise par 2. Simplement, et on fait la même chose pour oméga, c'est-à-dire oméga est égal à quoi? Oméga à l'instant t maintenant est égal à quoi? La vitesse de droite à l'instant t, désolé, voilà, moins la vitesse de gauche à l'instant t, divisé par, attention, 2L. L qui est quoi? La longueur entre l'axe du robot et les roues. Donc, voilà un peu déjà, là, d'une façon aussi simple, on a le modèle cinématique sur la roue de gauche et la roue de droite, parce que le modèle cinématique sur, voilà, en fait, sur le robot en général, que ce soit linéaire ou angulaire. Maintenant, il nous faudra déterminer les positions. Ça veut dire que si on connaît les vitesses sur les deux roues, on connaît les vitesses la vitesse du robot en général et la vitesse linéaire du robot, pardon, et la vitesse angulaire du robot. On peut donc déterminer sa position. Maintenant, pour déterminer sa position, on va aller sur le même principe, mais attention cette fois-ci, en intégrant un outil mathématique qu'on appelle l'intégrale. Pourquoi l'intégrale? Parce que la position ici, c'est... En fait, on ne donne pas la position exacte du robot comme dans les capteurs. Ce n'est qu'une estimation de position. Ça veut dire que si on dit que notre robot peut être ici, d'accord, si après calcul, on peut obtenir la position du robot ici, cela ne voudrait pas dire qu'on aura le robot exactement là. Le robot peut être peut-être quelque part là. Et voilà pourquoi on va parler de l'incertitude odométrique. Et en utilisant l'intégrale, ça va être plus facile pour nous de pouvoir gérer cela, comme on va voir plus tard dans les prochaines vidéos. Donc, pour θ, c'est-à-dire, on va peut-être prendre, alors on peut continuer avec ceci. On aura donc ici θ, la vitesse ici, θ ici c'est quoi? L'angle d'orientation ici est égal à quoi? Intégrale de 0 à t de oméga, d'accord, en fonction de t fois dt. On sait que oméga c'est la vitesse angulaire de notre robot, c'est-à-dire la vitesse à laquelle notre robot tourne, que ce soit à gauche ou bien à droite. Donc voilà un peu, on va avancer. Bien sûr, c'est le même principe maintenant pour connaître la position du robot en x et en y. Donc pour connaître la position de notre robot en x et en y, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici, bon, on va peut-être continuer ici, c'est pas un problème, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est pas grave. Bon, disons qu'on va peut-être effacer un peu ici. Voilà, donc c'est mieux de mettre ça ici. Ok, la position maintenant de notre robot à l'instant suivant, là c'est des abscisses. X c'est égal à quoi? Est égal à, on connaît la position de notre robot, les équations de position d'une façon aussi simple. On va simplement utiliser l'équation de vitesse qu'on va multiplier par cosinus θ, c'est-à-dire le cosinus de l'angle qu'on a là en fonction du temps. Donc, c'est qui va nous donner intégrale de 0 à l'état initial à t, d'accord, de, attention, de v de t, cosinus θ, d'accord, fois dt. Donc, puisqu'on a donc la position du robot à l'instant t, en fonction sur l'axe des abscisses, d'accord, on va faire la même chose sur l'axe des ordonnées. Maintenant, en mettant sur l'axe des ordonnées, qu'est-ce qu'on aura? On aura y de t à l'instant t égale à intégrale de 0 à t de v toujours dessus de t, cosinus, cette fois-ci, attention, θ de t, θ de t ici, voilà, fois dt, à dériver par rapport au temps. Donc, voici d'une façon simple et ramassée la position de notre robot en utilisant ce qu'on appelle l'odométrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un instant donné dans notre projet, on n'a plus affaire au capteur proprio ou extéroceptif de notre robot, on peut donc utiliser cette formule-ci pour pouvoir estimer la position de notre robot, sachant que la vitesse linéaire et la vitesse angulaire peuvent être calculées en utilisant cette formule-ci, et cette formule-ci, on peut calculer cela en utilisant en recevant les données qui viennent
les codeurs, parce que les codeurs vont nous fournir ces informations, que ce soit la vitesse suivant l'axe des X, ou bien la vitesse suivant la roue de gauche, ou bien la vitesse suivant la roue de droite. Maintenant, avec ça, on peut calculer la vitesse sur chaque roue à partir de la connaissance de la vitesse. On va avoir la vitesse du robot à un instant donné, d'accord, de tout le robot. On va aussi avoir la vitesse angulaire de tout le robot à un instant donné. On va par la suite donc être capable de connaître l'angle d'orientation de notre robot à un instant donné. Selon ces informations, c'est plus facile pour nous de pouvoir calculer ou bien estimer la position de notre robot en faisant simplement en appliquant juste l'intégral sur nos différentes vitesses et en multipliant soit par cosinus si on veut en x, soit par sinus si on veut en y. Donc voilà un peu d'une façon simple ces éléments qu'on peut intégrer en tant que roboticien. Donc là, c'est ce qu'on appelle la forme continue de. On va appeler ça FC, voilà. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre, ça, c'est ce qu'on appelle la forme continue de notre modèle, bien de notre calcul odométrique, quoi, d'accord. Mais par contre, cette forme-ci est simple, vous voyez là, c'est pas compliqué, c'est vraiment simple, très basique. C'est le même procédé qu'on a fait ici, mais juste que là, on ajoute un peu ce qu'on appelle le temps à un instant donné. Donc, peu importe la position maintenant pour localiser notre robot en utilisant cette technique-ci. Mais comment faire pour implémenter cela dans un programme, dans un algorithme? Parce que là, si à l'instant T, nous sommes ici, on va connaître la position du robot ici. À l'instant T2, on est ici. À l'instant T3, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si le robot a peut-être 1000 positions, on va faire ce calcul 1000 fois. C'est extrêmement, c'est énorme et c'est beaucoup. Donc, la meilleure façon pour nous, c'est quoi? C'est de mettre ces équations sur la forme échantillonnée. Pourquoi? Parce qu'en mettant sur la forme échantillonnée, ça va être plus facile et plus pratique pour nous de programmer cela, que ce soit en Python, en C++, bien en C. Donc, le faisant, qu'est-ce qu'on aura? On va aller sur le même principe, sachant que si on connaît la position du robot à l'instant t moins 1, on peut calculer la position du robot à l'instant t. Si on connaît la position du robot à l'instant t, on peut calculer la position du robot à l'instant t. Donc, la forme échantillonnée, on va juste appliquer ce qu'on appelle la variation de delta, c'est-à-dire position finale moins la position finale, position finale, oui, moins la position initiale, moins la position précédente, alors pour pouvoir estimer la position exacte. Donc, c'est la même chose qu'on va appliquer dans ce sens-là. Donc, on va simplement effacer, c'est le même principe comme on a fait là, d'accord? Mais on va simplement effacer pour mettre, désolé, la forme échantillonnée. Cette forme échantillonnée là, on va nous permettre d'écrire l'algorithme de localisation de notre robot en utilisant ce qu'on appelle l'odométrie. Donc, on va simplement effacer ici, en quelques mots, voilà, pour ne pas avoir un tableau assez chargé. Bon, j'espère que jusqu'ici ça va. Ok. Donc, on laisse juste là, c'est tout. Maintenant, la forme échantillonnée, désolé. Donc, la forme échantillonnée maintenant de notre modèle, c'est quoi? On va prendre la même chose, juste que cette fois-ci, il y aurait un peu une petite différence au niveau de ce qu'on appelle la notation. Ok. Donc, on aura donc la vitesse. On va mettre ça peut-être quelque part ici. Voilà. La vitesse de droite. Vous voyez là, on met de droite en haut. La vitesse de droite à un instant K. L'instant K, vous pouvez appeler ça T. D'accord? C'est pas un problème. Est égal à quoi? Puisqu'on a la même vitesse que ici, c'est le même principe que ici. Donc, on prend la vitesse sur chaque roue, c'est-à-dire la vitesse de gauche, la vitesse de droite, c'est le même principe qui est là. Mais juste qu'on remplace maintenant par une variation, c'est tout. Jusqu'ici, on avait juste phi de droite, on aura ici maintenant phi dérivé bien sûr de droite, phi de droite à l'instant K moins phi de droite à l'instant K moins 1. Tout le monde on multiplie par R. Donc, le principe est assez simple. Ça veut dire qu'on prend la vitesse linéaire à l'instant K, et on souscrit à cela la vitesse linéaire à l'instant K moins 1. Et on multiplie bien sûr par R, et le tout est divisé par delta T. Donc, delta T. C'est le même principe qu'on applique pour la vitesse du robot sur la roue de gauche. Donc, on prend toujours le même principe, V à l'instant de K, et cette fois-ci de gauche est égal à quoi? Phi de K, phi de gauche, point, tout ça c'est un point, désolé, moins, phi de K moins 1, d'accord, de gauche, divisé par delta T qu'on multiplie par R. Là, on n'invente pas la roue. Qu'est-ce qu'on a fait? On prend nos vitesse. Regardez que tout part de la roue. Puisqu'on a le codeur qui nous donne l'information au niveau de la roue. Donc, on connaît la position du robot à l'instant T, moins 1. À partir de là, on peut estimer sa position à l'instant courant en faisant simplement T moins 1. Donc, c'est le même principe qu'on applique ici
en utilisant simplement les cas et en divisant par la variation du temps. Sinon, le procédé ne change pas. Donc voilà, puisqu'on a devant la vitesse de gauche, on a la vitesse de droite, on applique la même formule comme tout à l'heure pour avoir simplement la vitesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse du robot est égale à quoi? La vitesse de droite à la position K plus la vitesse de gauche à la position K divisé par 2, d'accord, simplement. Et lorsqu'on applique cette formule-là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient bien sûr la vitesse linéaire de notre robot à un instant donné et bien précédent. Pour connaître notre oméga, c'est le même principe, ça c'est VK. Voilà, oméga K maintenant est égal à quoi? La vitesse de droite à la position K moins la vitesse de gauche à la position K divisé par 2 fois L. Donc, si vous avez compris ce principe, c'est la même chose. Si vous avez compris le principe de la forme continue, c'est carrément la même chose pour la forme échantillonnée. D'accord? L'avantage avec la forme échantillonnée, c'est que ça va nous faciliter le travail dans la programmation, comme on va voir plus à l'heure. Maintenant, pour la position, c'est la même chose. On a la position à l'instant t-1, on peut estimer la position à l'instant t1. Le faisant, on peut se mettre ici en bas pour bien voir la différence. Donc, on aura donc θ à l'instant K, cela ça veut dire à quoi? θ de K-1 plus. Donc, le K-1, c'est quoi? C'est l'orientation du robot à l'instant K-1, c'est-à-dire à l'instant précédent, si on peut dire comme ça, attention. Voilà, on ajoute, désolé, comme multiplie par oméga fois delta K. Donc, oméga, on sait comment calculer oméga, plus besoin de réfléchir ça. C'est la même chose pour x à l'instant K, la position du robot. On va prendre x ici, à l'instant K moins 1, d'accord? X à l'instant K moins, c'est-à-dire à l'instant, à la position initiale. On va multiplier maintenant par la superpower, par la vitesse du robot, multiplié par cosinus de l'angle fois delta T. C'est le même principe qui est là. Donc, on évacue par là. Donc, plus simplement V à l'instant K fois cosinus θ à l'instant K et T. Donc, même chose ici pour Y. Donc, on peut calculer rapidement là. Y plus K moins 1 plus V K sinus Y et par sinus θ à l'instant K. Donc, le processus c'est comment? Le processus est assez simple, qu'on soit dans la forme continue ou bien la forme échantillonnée, on peut appeler FE. On a la position du robot à la dernière position, à un instant donné. Maintenant, on va estimer la position du robot à l'instant courant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a sa position ici. Maintenant, on ajoute à ça la vitesse du robot, là c'est la vitesse angulaire, multipliée par une variation delta t. Maintenant, même chose pour la position en X et la position en Y, et même chose également pour l'angle. L'avantage avec cette forme échantillonnée, c'est quoi? C'est que, comme vous allez voir, ça va être plus facile de mettre cela en machine, et ça va être aussi très simple à pouvoir manipuler. Donc, dans la suite de notre formation, c'est-à-dire maintenant, si je pense, on va peut-être rapidement vous montrer l'algorithme qui permet de pouvoir implémenter cela. Bon, l'algorithme est très simple si vous avez compris le processus ici. Pourquoi? Parce que, rassurez-vous que ça c'est l'instant K moins 1, ça c'est l'instant K plus 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on a 1000 ou bien 1 million d'itérations, c'est énorme. Il va falloir faire ce calcul pendant 1 million de fois, c'est extrêmement énorme. Donc voilà pourquoi il est plus facile pour nous. On a nos cette équations qui sont là, d'accord? On écrit nos cette équations et on implémente un algorithme qui va permettre de pouvoir calculer ça autant de fois que possible. Donc, avec cet algorithme, on peut localiser notre robot d'une façon instantanée. Et comment on écrit cet algorithme-là? On va simplement définir la structure algorithmique. On va écrire un programme plutôt l'algorithme. Ça veut dire que l'algorithme qu'on a écrit ici, sentez-vous libre, vous pouvez l'implémenter en C++, en Python ou bien en C, peu importe. Donc, on ne va pas respecter la syntaxe des programmes ici, on peut respecter la syntaxe algorithmique, d'accord, pour permettre à chacun de pouvoir l'exploiter comme il veut. Donc, si le principe est clair ici, on va donc exploiter ces éléments-là rapidement pour terminer avec cette séance d'aujourd'hui qui est assez simple parce que là, on n'a pas encore commencé avec des calculs. On a juste vu comment on fait les calculs de l'odométrie, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, on est capable aussi, peut-être, voilà, on va effacer ici, on est capable de calculer l'institut odométrique. C'est l'institut odométrique, généralement, qui va un peu compliquer
message, pour ceux qui n'ont pas les bases en mathématiques. Voilà, parce que l'institut odométrique, on va un peu manipuler les probabilités. Voilà, mais sinon, ça ne sera pas compliqué. On va essayer tant bien que mal de faire un truc assez simple et d'expliquer le maximum possible pour que vous puissiez mieux comprendre. Ok, maintenant que vous avez une idée sur ce qu'on appelle l'odométrie, vous savez comment ça fonctionne, vous savez quand est-ce qu'on peut exploiter l'odométrie, vous savez pourquoi il faut utiliser l'odométrie, vous connaissez maintenant l'importance d'utiliser l'odométrie, vous savez il y a même comment calculer l'odométrie d'un robot mobile, dans le cas où les capteurs ne fonctionnent pas. Vous avez donc ces deux approches, à savoir le modèle qui est continu et le modèle qui est aussi échantillonné. On a vu que le modèle qui est continu est assez simple à mettre en œuvre, comme on a vu dans les calculs, d'une façon mathématique. Mais pour faciliter la programmation, on transforme ce modèle en un modèle beaucoup plus échantillonné, parce qu'en mettant sur la forme échantillonnée, on va être capable d'implémenter notre algorithme ou bien notre programme, que ce soit en C++, en Python ou bien en C. Retenez que la structure générale d'un programme pareil, puisqu'on sait qu'on a la position du robot à l'instant T, ensuite on va connaître à l'instant T plus 1, à l'instant T plus 2, et ainsi de suite. Au lieu de faire ça 1 million de fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc écrire une boucle qui doit répéter cette action-là 1 million de fois. Mais avant d'écrire la boucle, on est capable de définir. Ça, c'est la structure de l'algorithme. On va donc être capable de définir les variables, c'est-à-dire les variables de base, c'est-à-dire initialiser nos valeurs, c'est-à-dire que ce soit R, Y et bien d'autres, on va les initialiser, d'accord, à l'instant T égale à 0 bien sûr. Maintenant, on va donc avoir une variable précédente. La variable précédente correspond à quoi? La variable précédente ici correspond à la position de notre robot à l'instant T0. Maintenant, une fois qu'on a dans la position de notre robot à l'instant T0, le robot lui il est en action, on est capable de calculer, notre travail donc sera donc de calculer les variables courantes. Ces variables courantes, maintenant, une fois calculées, seront mises à jour dans la variable précédente. Retenez bien ce process. Le process, c'est comment? C'est OK. Le process de l'algorithme est assez simple, très classique. Qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? Dans un premier temps, on initialise d'abord. Initialisation. D'accord? Lorsqu'on initialise maintenant, donc, parce que le process ici, lorsqu'on initialise maintenant, on définit les variables. D'accord? On définit ici, disons ici les variables. Les variables de base, ou bien, oui, les variables, c'est ça ici. Appelons ça peut-être variables de base, ou bien les anciennes variables. Voilà, c'est plus ça, anciennes variables. Parce qu'on va faire la mise à jour. Maintenant, AV. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement, d'une façon simple, calculer ce qu'on appelle les variantes courantes VC, on peut l'appeler comme ça. Et la dernière étape, c'est quoi? La dernière étape pour nous va être simplement de pouvoir faire la mise à jour, d'accord, des variables précédentes, VP, par les variables courantes, VC. C'est tout. Donc, le principe de l'algorithme de localisation d'un robot, en utilisant l'odométrie, c'est quoi? C'est on initialise nos variables. Maintenant, on définit les variables précédentes, ce qu'on appelait ici, disons, VP. Par la suite, on calcule les variables courantes, c'est-à-dire la position, la vitesse de notre robot à l'instant donné, à un instant T donné, et on termine par la mise à jour de la variable précédente, que voici, par la variable courante. Voilà. Dès qu'on a finalisé ici, le process peut également recommencer. C'est tout. Donc, on comprend d'une façon informatique ici que pour cette partie-ci, c'est-à-dire cette partie-ci va se dérouler dans une boucle. Pourquoi? Parce que cette partie-ci va toujours se répéter. C'est pourquoi on va donc utiliser une boucle. Et la meilleure façon, puisqu'on ne connaît pas le nombre d'itérations connues, là on fait un peu de la programmation là, puisqu'on ne connaît pas le nombre d'itérations connues, on va utiliser la boucle while. Pourquoi? Parce que lorsqu'en programmation, on utilise la boucle for lorsque le nombre d'itérations est connu à l'avance. Ça veut dire que si on sait qu'on va boucler 1 million de fois, 10 millions de fois, on utilise la boucle for while parce que là, on connaît le nombre d'itérations. Là, on ne connaît pas le nombre de fois que en fait, on va estimer la position du robot. Donc, c'est plus mieux d'aller sur un système de boucle non connu, dont le nombre d'itérations n'est pas défini à l'avance. C'est pourquoi on va utiliser la boucle while, et plus précisément la boucle while infinie. Donc, désolé, comme boucle while infinie, comme on connaît déjà les parties de notre algorithme, et on connaît également les éléments qui vont entrer dans notre algorithme, ça sera plus facile pour nous de pouvoir écrire l'algorithme. Pour écrire notre algorithme, qu'est-ce qu'on aura à faire? On va d'abord définir ici R.
c'est-à-dire, on peut appeler ça delta R, je sens comme on veut, est égal à 0,09 mètres. C'est un exemple. Le delta R6, c'est le rayon qui est ici, donc de notre robot. Regardez là, par exemple. Donc, d'accord. Donc, on a ici R qui est là, 0,09 peut-être assez grand. Donc, disons même 0,04. D'accord. Et on a ici delta qui est égal à 0,01. Voilà, c'est juste, vous pouvez demander ça au constructeur ou bien en fonction du projet de robotique sur lequel vous travaillez. Ce sont les données en fait, qu'on connaît à l'avance, donc, et ce n'est pas compliqué. Ici, delta, c'est le temps qui est donné en secondes, tandis que R ici, c'est le rayon, comme on a vu là. Il faut maintenant déterminer quoi comme mesure, comme initialisation. Il faut connaître également la distance entre l'axe du robot que voici et la roue. Et finalement, cette distance-là est donnée par le constructeur, ce qu'on appelle ici L est peut-être 0,009 peut-être mètres. Delta ici est égal à, disons delta T, pardon, est égal à, disons 0,01, une seconde, pardon. R ici est égal à, R est égal à, c'est un grand R, c'est tout simple pour faciliter les calculs, c'est 0,04 mètres. Voilà un peu la première partie qu'on a définie ici, cette partie-ci, l'initialisation. Maintenant, où est-ce que vous prenez ça? Vous prenez ça généralement sur les caractéristiques de votre robot ou bien sur le constructeur. Maintenant qu'on a ça dedans, on va définir la position du robot, l'orientation du robot à gauche, l'orientation du robot à droite, la position du robot à gauche, la position du robot à droite et θ du robot. Donc, c'est la partie initialisation des variables courantes. Ça veut dire qu'on a ici, désolé, phi, d'accord, de gauche, allons-y à droite d'abord, phi de droite ici est égal à 0, puisque le robot à l'instant T a sa position initiale ici, phi de droite. Donc, allons-y. Ce sont les variables précédentes. Appelons ça peut-être phi précédent, c'est plus mieux. Phi-précédent. Pour dire ça, c'est la variable phi de gauche précédent. Phi de gauche, allons-y comme ceci, attention, voilà. Phi de gauche précédent, voilà, est égal à 0. C'est bon pour ça. Phi de droite, c'est une conversion par droite, voilà, de précédent ici est égal à 0. Là, on a défini phi de part et d'autre. On fait la même chose pour x. X, voilà, précédent. On va aller ici comme ça. X précédent ici est égal à 0. Y précédent ici est égal à 0. Et θ précédent est égal à 0. Ici, c'est la partie qu'on vient de faire, c'est-à-dire l'initialisation des variables précédentes. C'est-à-dire, à l'instant T, avant que le robot ne bouge, le robot a une position ici et on a ces informations. On a les caractéristiques de notre robot, c'est-à-dire R, delta, oméga et bien d'autres. Maintenant, on a la position de notre robot en X, on a la position de notre robot en Y, bien sûr c'est 0 parce que le robot ne bouge pas. Maintenant, on a l'orientation suivant la roue de gauche, on a l'orientation suivant la roue de droite, bien sûr le robot est là, il ne bouge pas. On a aussi θ, on a aussi θ du robot, c'est-à-dire l'orientation générale du robot qui est égale à 0. Là, c'est très classique pour définir. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de mettre sur pied maintenant ce qu'on appelle les variables courantes. Puisque ces variables courantes maintenant, puisque là, le robot, il est là, on connaît les paramètres, c'est-à-dire l'initialisation qu'on a fait, on a défini nos variables courantes qui sont là. Le robot, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Là, il avance. Là, il avance sans capter constant. On a donc connaît qu'il était là, par exemple. Il faudrait qu'on puisse maintenant écrire l'algorithme qui nous permet de localiser notre robot à cette instance. Là, qu'est-ce qu'on fait? On recherche la variable courante de notre robot. Pour faire la recherche de cette variable courante, qu'est-ce qu'on a? Je pense que là, c'est bon. OK. On va donc, puisque c'est une partie qui est là, on va donc utiliser, comme on a dit tout à l'heure, la boucle while. Voilà. Tant que c'est vrai, while true, simplement. Ça, c'est une boucle infinie. Donc, tant que ça sera vrai, mais tant qu'on va fournir les informations nécessaires du robot, l'algorithme va s'implémenter. Qu'est-ce qu'on aura à faire? On va simplement lire, bon, on va écrire en anglais pour faciliter les choses. On aura simplement read, fil de gauche, fil de droite, read, fil de gauche, voilà, fil de droite, fil de gauche. Donc on demande ici de lire, d'accord, l'orientation sur la roue de gauche, la roue de droite. On demande encore de lire l'orientation sur la roue de gauche. Ça, on peut avoir cela. Pourquoi? Parce qu'on a l'encodeur, on a le codeur qui nous donne les informations données, que ce soit à gauche ou bien à droite de notre robot. Maintenant, puisqu'on connaît dans la fil de gauche,
et phi de droite. Dans ce sens-là, dès qu'on donne ça au robot, qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer simplement la vitesse de gauche et la vitesse de droite, comme on a vu tout à l'heure dans notre formule de Demi-Clé. Aussi simple, qu'est-ce qu'on aura donc? On aura donc la vitesse de droite, sera égal à quoi? C'est égal à phi, d'accord? Phi de droite, attention, phi de droite qui est ici, regardez bien, phi, attention, phi de droite, moins order phi de droite, multiplié par R. On va appeler ça petit r, donc on fait aussi R ici, fois R. Donc on divise, bien sûr, attention, par, on a divisé en informatique, c'est plus comme ça, delta, on écrit ça, delta T. Désolé, on a pris une bonne nomenclature, c'est pas grave. Delta T. Voilà. Donc ici, équivalence en lettres, delta T. Voilà. Donc, la vitesse de droite est égale à phi de droite moins order phi de droite multiplié par R, R qui est ici, l'Orient, divisé par delta T. Là, on n'invente pas la roue, c'est la même chose qu'on fait, mais juste qu'on implémente là sous forme algorithmique. C'est la même chose maintenant qu'on fait pour phi de gauche qui est égal à quoi? Phi de gauche, V de gauche pardon, est égal à phi de gauche moins order, c'est-à-dire order, c'est ce qu'on a défini ici. Bon, phi précédent, c'est plus mieux, appelons ça phi précédent. On a appelé ça plutôt, pardon, phi précédent, voilà. Ici, phi, ça c'est phi de gauche, voilà. Phi de droite précédent, phi de gauche précédent, on définit ici, comme multiplié par R, divisé par delta T. Donc, ici également, qu'est-ce qu'on a à faire? On applique simplement l'équation de l'odométrie, comme on a calculé tout à l'heure. Puisqu'on a ça, phi de droite, phi de gauche, on peut maintenant calculer notre vitesse. On sait que V ici est égal à quoi? V de droite plus V de gauche divisé par 2 simplement. Puisqu'on va donc mettre la parenthèse ici, attention, nous sommes en programmation, donc divisé par 2. Maintenant, oméga sera égal à quoi? Phi de gauche, attention, V de droite moins V de gauche divisé par 2 fois N. Donc R qu'on a défini ici, à savoir 0,009 divisé par R. Donc là, jusqu'ici, on n'invente carrément rien. C'est tout ce qu'on a eu à faire ensemble, en ce sens-là, quand on remet simplement là. Et θ, comme d'habitude, θ ici est égal à quoi? Appelons ça, bon, on va appeler ça θ simplement. θ ici est égal à quoi? Le θ précédent, aussi simple, donc on a ici θ précédent, plus on utilise maintenant l'équation de vitesse comme tout à l'heure pour implémenter cela, c'est-à-dire oméga fois delta t, c'est tout, oméga fois delta t qui est défini comme ceci. Maintenant, on va avancer. Là, on a terminé avec la vitesse, que ce soit la vitesse en x, que ce soit la vitesse linéaire, pardon, la vitesse de rotation. Là, maintenant, on va s'attaquer aux positions. Donc, les positions, c'est quoi? C'est le même principe comme tout à l'heure. On a donc x. On va appeler ça grand x maintenant, cette fois-ci, est égal à quoi? La position précédente, c'est-à-dire x précédente. Attention, x près, voilà. X précédent plus v, on connaît déjà, multiplié par cosinus et θ, multiplié par delta y est égal à quoi? Y précédent, c'est le même principe, sinon c'est v, sinus θ, delta t. Donc, on n'invente pas la roue là. Donc, x est égal à le x précédent qu'on a défini ici, qui est égal à 0 bien sûr, plus la vitesse qu'on a calculée ensemble ici, qui est là, v divisé par 2, multiplié par cos θ qu'on connaît très bien, donc, qui est aussi simple à pouvoir calculer de ce côté, et bien sûr, multiplié par delta t qui est donné ici, cos θ. Donc, lorsqu'on a donc défini tous ces éléments-là, ça entre dans ce qu'on appelle les variables courantes. On va définir ça ici. Donc, on a l'initialisation qui est là, on définit les variables précédentes là, on calcule les variables courantes. Sinon, pour la définition, ou bien les calculs, c'est simplement les formules qu'on a expliquées tout à l'heure, qu'on reprend simplement sous une forme, je dirais, informatique. Voilà, c'est tout. Donc, sinon, on n'a rien inventé. Maintenant, une fois qu'on a dans cette information, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire la mise à jour. Regardez la roue, tout à l'heure, si vous voyez,
nous sommes ici maintenant, il faut maintenant faire la mise à jour des variables précédentes par la variable courante. Ça veut dire que ça veut dire qu'aux variables précédentes que voici, on va maintenant affecter la nouvelle position. Si on reprend notre exemple tout à l'heure, le robot qui était là, il est là ici. Donc là, on a ici, à travers ce qu'on vient de faire là, on connaît maintenant la position du robot, les vitesses du robot à l'instant T. Il faut donc sauvegarder cela, si on peut dire comme ça en informatique, d'accord? Parce qu'une fois qu'on connaît cette position, lui va encore avancer. Et si on laisse ça dans la mémoire, le robot va continuer à pointer ici. Pourtant, le robot n'est plus ici. Donc il faut donc faire le update en mettant cette information-ci dans la position initiale, sachant que le robot avance. On va donc calculer la nouvelle position du robot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là, je calcule la position, je suis là, j'ai fait un pas, je calcule ma position, j'ai fait un autre pas. Or, puisque c'est un trajet continu, du coup, quand j'avance directement, le calcul est fait, ma position ici n'est plus la même que celle-ci, que celle qui est derrière moi autant plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc prendre ma position à l'instant T, pour mettre à la position T-1, avant de se mettre à calculer la position à l'instant T plus 1. Ça veut dire qu'on fait un système d'avant. Retenez un peu le principe qui se cache derrière. Ça veut dire que ici, avant d'avancer, avant de faire un pas, on s'assure qu'on a fait la mise à jour. Sinon, si vous laissez cela, vous risquerez de donner la fausse position du robot. Et ça, c'est pas bon. Donc, pour faire cette mise à jour, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient simplement ici, on prend donc, les variables qu'on a définies ici, à savoir, on commence par exemple par ici, phi de gauche, simplement, phi de gauche précédent est égal à quoi? Phi de gauche, simplement, le nouveau phi de gauche qu'on a calculé là, qu'on a envoyé là, phi de droite est égal à simplement phi de droite, pardon, précédent est égal à phi de droite. Maintenant on avance, V, alors vite est égal à la position, on est ici, phi de droite c'est bon, x précédent n'est égal à quoi? La nouvelle valeur de x qu'on a calculée ici, y précédent est égal à quoi? La nouvelle valeur de y qui est là. Donc, lorsqu'on sort maintenant ici, de ce côté, on sort de la boucle, on a ici phi, on a mis phi de gauche, phi de droite, x, y, il manque quoi? Il manque θ. Maintenant, on laisse θ, ici est égal à θ. Donc, le θ qui est là. Retenez juste le principe. Si vous avez compris le schéma qu'on a mis ici d'entrée de jeu, c'est que l'algorithme va être très simple pour vous. Qu'est-ce qu'on a fait pour résumer? La première des choses, c'est de définir déjà voilà, l'initialisation, c'est-à-dire le rayon de notre robot, que vous connaissez très bien. Ensuite, on définit donc delta. Voilà, ça peut être 0,0 ou 3 mètres par seconde, ça vous le voir. Maintenant ici, on connaît le L, qui est la distance entre l'axe du robot et les roues. Ça, on peut l'avoir sur les caractéristiques du robot, ou bien juste le constructeur, il va nous fournir cela. Dès qu'on a ça, on passe à la prochaine étape, à savoir la définition des variables précédentes. Où est-ce que se trouve notre robot? Parce que l'occasion de notre robot, ça veut dire que notre robot se trouvait déjà quelque part. Donc, pour notre cas, dans le cas de l'algorithme, le robot, il est là à l'instant t égale à 0. Puisqu'à l'instant t égale à 0, on a ici phi de droite, c'est-à-dire l'angle suivant la roue de droite est égal à 0, le robot ne tourne pas. L'angle suivant la roue de gauche est égal à 0, le robot ne tourne pas. Maintenant, x suivant l'axe x précédent à l'instant 0 pardon, est égal à 0, le robot est dans le repère, le robot pardon, est à l'origine ici, d'accord. Y à l'instant précédent est égal à 0 parce que le robot est également à l'origine, et θ dessus est égal à 0 parce que le robot ne tourne pas comme on a vu. Là, on a défini quoi? Les variables précédentes de notre robot. Là, on stocke ça en mémoire en quelque sorte. En fait. Voilà. Maintenant, une fois que c'est défini et stocké comme ça, il faut donc calculer par la suite la variable courante. Maintenant, le calcul de cette variable courante, on exploite donc les 7 équations, comme on a vu tout à l'heure, les 7 équations, désolé, de l'odométrie, mais plutôt sous la forme échantillonnée. Maintenant, les calculs, maintenant, les 7 équations échantillonnées sous la forme échantillonnée nous donnent quoi? Nous donnent simplement ce qu'on a défini ici, mais dans une boucle. Pourquoi dans une boucle? Parce qu'on va connaître la position du robot à l'instant t égale à 1, à l'instant t égale à 1, t égale à 2, t égale à 3. Si on a n itérations,
1 million, 2 millions, 3 millions, ça sera beaucoup plus énorme de faire ces calculs. Donc c'est pourquoi il faut utiliser une boucle. Et on a expliqué qu'au niveau des boucles en informatique, on a des boucles, lorsque le nombre d'utilisations est connu, on utilise la boucle for, et dans ce cas, le nombre d'utilisations n'est pas connu, c'est comme utiliser la boucle while. Dans cette boucle while est une boucle infinie. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le nombre de fois que le nombre d'utilisations que notre robot va exploiter. C'est pourquoi on définit cette boucle qui while true. Maintenant, voilà, on définit la boucle. Qu'est-ce qu'on aura besoin pour connaître la position de notre robot? Notre robot n'est plus ici, notre robot est quelque part ici. Maintenant, on aura besoin au moins de connaître l'orientation de notre robot sur la roue de gauche et la roue de droite. Et ça, on peut l'avoir parce qu'on a au moins un capteur qu'on appelle le codeur qui est un dispositif monté sur l'axe du robot qui nous permet de donner la vitesse d'orientation, la vitesse linéaire sur chaque cordon. Lorsqu'on définit cela, qu'est-ce qu'on a? On a simplement phi de droite est égal à quoi? On va donner peut-être 0,03 radian. Attention, en robotique, on utilise le radian et non le degré. Même chose pour phi de gauche. Lorsqu'on a ces données, on sait que d'après les formules qu'on a calculées tout à l'heure pour l'odométrie, on sait que la vitesse de droite est égale à quoi? La vitesse est égale à phi de droite moins phi précédent, c'est-à-dire l'angle qu'on a obtenu ici, moins l'angle de départ multiplié par R qu'on divise par delta t. C'est tout. Donc, on fait le même principe pour la vitesse de gauche. V de gauche est égal à quoi? L'angle à gauche moins l'angle précédent qui est défini ici, multiplié par R, qui est le rayon du robot, divisé par delta t. Donc, une fois qu'on connaît la vitesse de gauche, une fois qu'on connaît la vitesse de droite, la suite devient très simple pour nous. Pourquoi? Parce qu'on sait que la vitesse est égale à quoi? La vitesse de gauche plus la vitesse de droite divisé par 2. Et on sait également que oméga, c'est la vitesse d'orientation de notre robot est égale à quoi? La vitesse de droite moins la vitesse de gauche divisé par quoi? 2 fois L. L ici qui est quoi? L qui est l'angle ou bien la distance entre l'axe de notre robot qui est là et le roues. Donc, lorsqu'on a cette information-là, on donne simplement la colonie ici qui va donc implémenter cela. Étant donné qu'on connaît déjà la vitesse du robot, l'orientation de notre robot, on peut en définir l'angle θ qui est égal à quoi? Θ précédent, c'est-à-dire l'angle défini ici à l'instant t égal à 0, plus oméga fois delta t, c'est-à-dire la position, bien, la vitesse linéaire, angulaire à l'instant t donné. Dès qu'on a cette information-ci, nous sommes là en train de calculer ce qu'on appelle les variables courantes, qui sont des calculs assez simples et assez basiques qu'on vient de faire avec l'odométrie, bien sûr en utilisant l'approche des formules, échantillonnées. Une fois qu'on a ça, on a la position de notre robot, mais il faut stocker cela parce que lui, il avance. On a la position du robot ici, et le robot est déjà à l'instant t égale à 3. Il faut stocker cela avant de calculer à l'instant t égale à 4. Et pour stocker, on va simplement faire ce qu'on appelle la mise à jour des variables courantes, pas les variables, précédentes par les variables courantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend les variables courantes qui sont ici, on insère dans les variables précédentes ici. C'est ce qu'on fait ici, à la fin de notre programme ici. À x, maintenant on affecte x précédent plus t, factus x, factus par delta x, delta t, voilà, y est égal à quoi? Y précédent, c'est-à-dire la position initiale du robot, précédent du robot, plus y fois, plus v, fois y, voilà, plus v sinus θ multiplié par delta t, et phi de droite précédent est égal à quoi? Phi de droite, phi de gauche précédent est égal à phi de gauche, et x maintenant précédent est égal à x, y précédent est égal à y, tandis que order phi de θ précédent est égal à θ. On affecte simplement. L'idée ici, c'est de libérer notre variable courante pour recalculer maintenant à l'instant t. Ça veut dire qu'ici, si vous regardez ici, qu'est-ce qu'on avait? La boucle remontée. Donc, là, on a fini avec l'instant t. Lorsque le robot va passer à l'instant t plus 1, c'est le même procédé qui va se passer là. Il va stocker à l'instant t, ainsi de suite, ainsi de suite. L'algorithme aussi va s'implémenter 1 million, 10 millions de fois, tant que les conditions sont respectées. Donc, voilà un peu d'une façon ramassée et assez simple comment vous pouvez localiser un robot si vous avez peut-être des capteurs qui soient proprios ou extéroceptifs qui ne sont plus fonctionnels. Vous avez donc la possibilité d'utiliser l'odométrie, qui est une technique de localisation que nos ancêtres utilisaient pour pouvoir se localiser en plein mer. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on aura à faire? On a retenu que l'important pour nous de pouvoir connaître d'abord d'une façon simple et très basique déjà les éléments qu'on va exploiter dans notre calcul odométrique.
puisque l'odométrie n'est pas assez sûre, comme on dit souvent, donc, puisque cela est dû aux forces de frottement, à l'imprécision par exemple des mesures, les glissements aussi qui peuvent être réalisés. On n'a pas une confiance totale à cette technique-là. C'est pourquoi on a donc calculé l'incertitude odométrique. Mais vous avez quand même compris la philosophie ou bien la méthodologie. On modélise le robot. Après avoir modélisé, on sort le modèle géométrique, le modèle cinématique. Ce modèle cinématique qui est exploité maintenant pour calculer, définir la position du robot à un instant donné. Et avec l'odométrie, on peut avoir la forme continue ou bien la forme échantillonnée. On a compris que la forme continue, bien sûr, est très facile à mettre en œuvre, mais la forme échantillonnée, par contre, est beaucoup plus mieux pour programmer. On a donc ensemble écrit un programme qui permet donc de localiser notre robot en utilisant l'odométrie. On a distingué les parties ou bien les éléments de notre programme et de notre algorithme je dirais, en 3 parties, à savoir, il y a d'abord l'initialisation, disons 4, puis mieux, il y a l'initialisation, la déclaration des variables précédentes, c'est-à-dire les variables de départ, si on peut dire comme ça, le développement, le calcul des variables courantes, et on termine par la mise à jour de ces variables, des variables précédentes par les variables courantes. Lorsque vous avez compris le schéma, dans ce sens-là, tout ça inclut dans une boucle qu'on appelle la boucle while, la boucle tant que, tout simplement parce que le nombre d'itérations n'est pas connu ici à l'avance. Et lorsque le nombre d'itérations n'est pas connu, la boucle while est beaucoup plus intéressante pour pouvoir développer ou bien implémenter ce type d'algorithme. L'algorithme qui est défini là, vous pouvez par la suite l'implémenter en Python, en C++ ou bien en C, ça dépend des vous. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait retenir dans cette séance-ci. C'est vrai, on a essayé tant bien que mal d'expliquer d'une façon aussi simple. Si vous estimez que l'explication n'est pas assez claire, vous pouvez nous faire les mails, comme vous le faites souvent. Vous pouvez nous laisser des questions en commentaire. Nous serons heureux de vous apporter des éléments de réponse. N'oubliez pas que lors de la prochaine séance, on va s'attaquer à l'incertitude odométrique. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on va estimer la position du robot, avoir donné la position de notre robot, mais cette position ne sera pas exacte due aux incertitudes odométriques. Et pour ça, on va un peu ancrer plus en détail dans les calculs, beaucoup plus dans les calculs probabilistes. Donc, et pour ceux qui n'ont pas de base en probabilité, ça serait un peu compliqué pour vous. Et aussi, comme l'abonné a posé la question de savoir, est-ce qu'il est nécessaire de travailler avec l'odométrie? Je dirais bien sûr, oui, il est nécessaire parce que si les calculs ne sont pas fonctionnels, on doit être capable au moins d'estimer la position de notre robot, même si cette position n'est pas exacte à 100%. Donc, sinon, vous connaissez déjà la formule. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager les vidéos. C'est vraiment extrêmement occupé dans nos activités, mais sinon, on va faire le maximum d'efforts possible pour avancer de notre programme avec des vidéos dans ce sens-là. Sinon, d'ici à là, portez-vous bien et bon courage dans vos activités. Merci.